Bonjour et bienvenue à télécharger, je suis votre hôte Dave Richardson et nous avons aujourd'hui une nouvelle invitée, quelqu'un que nous espérons pouvoir accueillir encore régulièrement. Nous l'avons reçu à une autre émission, il s'agissait d'une série pour les conseillers, quelques milliers d'auditeurs, rien de bien extraordinaire donc. Et de cette série de vidéos, c'est elle qui est sortie la grande vedette. Je veux parler de Jennifer Shelacy. Et Jennifer, si je ne m'abuse, vous êtes première directrice générale et chef des placements immobiliers. Assez impressionnant tout de même. Oui. Eh bien, merci de m'accueillir. La flatterie vous mènera loin. Je suis ravi de participer à votre émission aussi souvent que vous le souhaitez et de parler immobilier. La seule critique, peut-être la seule que nous ne recevrons jamais, quelques conseillers italiens qui nous écoutent prétendent que j'ai mal prononcé votre nom de famille. C'est vrai, oui, ça m'arrive assez souvent. Mais nous allons nous forcer un peu. Les gens se trompent tout le temps avec Richardson, alors je sais ce que ça veut dire. Oh, j'en doute. Mais continuez. Alors, pourquoi ne pas commencer, Jennifer? Au fil des années, certains de vos collègues sont venus nous parler d'immobilier. C'est un sujet qui vous passionne. Alors, pourquoi un investisseur particulier devrait-il vouloir avoir des biens immobiliers dans son portefeuille, en plus de ses actions et obligations? Après tout, je possède déjà une maison, j'épargne déjà pour ma retraite. Pourquoi penser à l'immobilier et de quel type de biens parle-t-on? Bien sûr, beaucoup de questions intéressantes. Commençons par pourquoi l'immobilier? On me demande souvent, devrais-je acheter une maison dans tel ou tel quartier? Et je réponds que je l'ignore. Je travaille dans l'immobilier commercial qui évolue très différemment de l'immobilier résidentiel. Il s'agit d'un investissement, ce n'est pas là où vous allez réellement vivre et de nombreux facteurs entrent en ligne de compte dans l'achat d'un bien résidentiel. Si l'on fait abstraction de cet aspect et que l'on se concentre sur l'immobilier commercial, deux questions se posent. Pourquoi j'aime l'immobilier en tant que catégorie d'actifs et pourquoi vous devriez posséder des biens immobiliers? Je pense que je vais commencer par expliquer pourquoi j'aime personnellement cette catégorie d'actifs qu'est l'immobilier. Il présente certaines caractéristiques fondamentales très intéressantes qu'il différencie des actions et des obligations que vous pourrez détenir dans votre portefeuille. Lorsque je parle d'immobilier commercial dans le cadre d'un portefeuille de base, je les appelle les 4 groupes alimentaires, les bureaux, les locaux industriels, les commerces et les immeubles résidentiels. Lorsque vous achetez ce type de produit, leur prix peut varier entre 20 millions pour les moins chers et peut-être 500 millions pour les plus chers en termes de taille. Mais lorsque l'on considère l'immobilier dans son ensemble, je pense que la première chose à prendre en compte est la gestion active. Contrairement aux actions et aux obligations, si vous et moi achetions une action un jour, disons Microsoft, et que nous la revendions un an plus tard, sans tenir compte des incidences fiscales, nous obtiendrions le même rendement. Mais si vous et moi achetions un immeuble de bureau et que nous le revendions un an plus tard, ce n'est pas le cas d'habitude, mais admettons-le pour l'instant, les rendements pourraient être très différents en fonction de la manière dont nous exploitons réellement l'actif. Lorsque vous pensez à ces immeubles, vous les considérez comme une petite entreprise. Vous avez vos revenus, vos dépenses et votre capital. Si nous achetions tous les deux un immeuble de bureau, que nous en devenions propriétaires et que nous le gérions, cela dépendrait des baux que nous mettrions en place, des conditions de location, des types de locataires que nous attirerions, des types de marketing que nous pourrions mettre en place, ainsi que de l'efficacité avec laquelle nous gérions l'immeuble en soi. Plus il est efficace, vous avez de chances d'augmenter vos loyers et plus il est attractif pour les locataires. Il en va de même pour le capital. Si vous étiez fou et que vous investissiez 100 millions dans un hall d'entrée en or, ce que personne ne ferait, vous détruiriez la valeur de l'immeuble. Mais vous devez être très intelligent avec le capital que vous investissez comme pour votre maison. Si vous refaites votre toiture, vous choisirez un matériau économique mais qui va durer longtemps. C'est l'essentiel et c'est pourquoi j'aime ça, parce que vous mettez vraiment la main à la pâte et qu'il s'agit vraiment de générer ce revenu d'exploitation qui est la principale source
sources de rendement d'un portefeuille. Je parle uniquement des actifs de base pour l'instant. Cette partie est assez passionnante. Vous avez également vos baux contractuels. Vos revenus sont garantis par contrat, principalement par les grands locataires qui occupent vos locaux, c'est-à-dire des personnes qui ont le bilan nécessaire pour les payer. Dans le cadre de ces baux, vous bénéficiez également d'échelonnement de loyer. Il ne s'agit pas simplement d'un bail fixe sur, disons, 5 à 10 ans, mais dans le cas des bureaux, le loyer peut augmenter de 5 à 7 % pendant cette période. Pour les autres, les locaux industriels et commerciaux, ceux-ci peuvent augmenter de 2 à 4 % par an, et cela est déterminé par contrat. L'autre grande différence entre les marchés publics et les marchés privés, lorsque l'on examine l'immobilier, est simplement la taille. La taille du marché sur lequel vous pouvez réellement investir au Canada, ou je suppose n'importe où sur le marché commercial, est beaucoup plus importante du côté privé. Les immeubles qui sont détenus, comme les immeubles de bureaux, par exemple, dans le centre-ville, ne peuvent pas être achetés sur le marché public. Ils ne sont vraiment disponibles que sur le marché privé. Ce sont de grandes institutions privées, dont nous faisons partie, qui détiennent ces actifs. Vous avez simplement accès à un ensemble d'investissements beaucoup plus large dans l'immobilier. Nous allons en parler plus en détail, mais c'est la raison pour laquelle j'aime l'immobilier. Pourquoi l'immobilier fait-il partie de votre catégorie d'actifs? Encore une fois, il est évident que vous disposez d'un inventaire d'opportunités plus large. Vous avez donc accès à des produits qui ne sont pas disponibles sur le marché public, ce qui est formidable. Et aussi son comportement. Votre rapport risque-rendement est différent de celui des actions. Il est différent des obligations. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un marché privé. Je peux utiliser des informations importantes et non publiques en tout temps, et c'est ce que nous faisons. En fait, plus votre gestionnaire est compétent, et la gestion est extrêmement importante dans ce secteur, plus il a accès à ces secteurs du marché privé. Vous pouvez ainsi connaître les loyers, les taux de capitalisation, les acteurs du marché, les acheteurs et les vendeurs, autant d'informations qui ne s'affichent pas sur le téléscripteur de Bloomberg. Je dois donc être bien intégré dans la communauté immobilière pour comprendre ce qui se passe, et c'est ce qui fera la différence. Il existe des différences fondamentales, ce qui signifie que les rendements ne sont pas corrélés aux actions et aux obligations. Pour en revenir à la théorie financière de base, si vous prenez des actifs qui ne sont pas corrélés et que vous les combinez, vous obtiendrez un rendement moyen plus élevé pour un niveau de risque identique, voire potentiellement inférieur. Il est très utile de disposer de cette diversification. Les rendements dans le secteur de base sont excellents à long terme et vous obtenez vraiment des rendements ajustés au risque élevé. Nous n'avons généralement pas, encore une fois, ces fortes fluctuations à la hausse ou à la baisse, ce qui agit vraiment comme un stabilisateur dans les portefeuilles des gens. Alors, voilà, c'était une longue réponse à votre question. Oh non, non, si je vous pose 5 questions à la fois, prenez tout le temps que vous voulez. C'est un peu injuste. Votre animateur n'est pas le meilleur. Vous ne voudriez pas de moi comme concierge dans l'un de vos immeubles. Mais cette diversification est tellement importante. Et je pense que l'histoire dans le monde de l'investissement montre que beaucoup de grands fonds de pension se sont détournés des actions et des obligations il y a de nombreuses années, voire des décennies. On commence vraiment à voir cet actif s'intégrer dans les portefeuilles accessibles aux investisseurs particuliers, car il s'est avéré être un excellent moyen de diversification. Et comme vous le dites, les rendements ajustés au risque sont très attrayants et vous le faites généralement par l'intermédiaire d'un gestionnaire professionnel comme vous, qui avez beaucoup de contacts, qui avez travaillé dans le secteur, qui le connaissez très bien et qui aimez l'immobilier. Je pense que nous avons clarifié ce point. Cela fait donc une différence en termes d'accès au type de biens immobiliers que vous pouvez obtenir et de capacité à conclure les meilleures affaires. Car comme vous le dites, les personnes avec lesquelles vous travaillez, celles qui gèrent les biens immobiliers, tous ces facteurs jouent un rôle très important dans le rendement final. Comme vous le dites, 2 immeubles côte à côte, exactement identiques, l'un géré d'une certaine manière, l'autre d'une autre manière, avec des rendements différents. Oui, cela rend les choses très intéressantes. Dans l'entreprise où je travaillais auparavant, une grande compagnie d'assurance-vie, l'immobilier faisait partie de leur portefeuille. Ils le géraient depuis 80 ans. Il s'agit donc d'une catégorie d'actifs établie de longue date.
Elle convient très bien aux personnes qui ont des horizons à long terme. C'était très avantageux pour les personnes qui souscrivaient des polices d'assurance ou des régimes de retraite, donc celles qui versaient des cotisations. Cela fonctionne très bien pour les particuliers. Je suis à la recherche d'un excédent de liquidité, pas de vos besoins de liquidité. C'est quelque chose que vous pourriez investir en vue de votre revenu de retraite ou pour le fonds d'études de votre enfant d'âge préscolaire. Cela offre vraiment un horizon à long terme qui vous permet de générer des rendements élevés sur toute la période. Oui, on l'a vu dans les épisodes précédents quand nous avons parlé d'immobilier. Et au fait, Jennifer, la même chose se passe pour moi. Les gens savent que je travaille pour une banque, ils me posent des questions sur les prêts hypothécaires. J'ai bien un prêt hypothécaire, moi aussi, mais je n'en sais pas plus qu'eux. J'ai déjà été planificateur financier, j'ai essayé de mettre sur pied un prêt hypothécaire. Mon directeur m'a dit de ne pas toucher au crédit. Alors, je travaille désormais dans les placements. Je suis dans la même situation, je dois un peu repousser les gens. Le côté investissement est plus sympa. Oui, le côté investissement est bien mieux et c'est pourquoi les balados sur le crédit n'existent pas. Tout tourne autour de l'investissement, c'est pourquoi cette émission est si populaire. Ce que je sais par contre, c'est qu'avec un bon emploi, je peux aller à la banque, obtenir un prêt hypothécaire et acheter une propriété résidentielle. Mais si je me promène dans la rue ou que je regarde cette vidéo, je vois cet immeuble derrière vous à votre droite, je me dis que j'aimerais bien acheter cet immeuble-là. Combien vaudrait-il d'ailleurs cet immeuble? 50 millions? Celui derrière moi est un immeuble en copropriété, mais un immeuble de bureau de cette taille, là où nous nous trouvons, disons à l'angle de King et Simcoe, vous pouvez vous attendre à payer, quoi, entre 250 et 300 millions, en supposant qu'il soit entièrement loué. Et voilà. Vous devez avoir ça à portée de main, n'est-ce pas? Eh bien, voyons voir, je vais regarder dans mon portefeuille. J'ai quelques dollars américains parce que je reviens des États-Unis. Non, mais c'est pourquoi l'achat d'un bien immobilier par le biais de ce mécanisme se fait via un fonds géré par un professionnel, car vous pouvez obtenir suffisamment de capital pour investir dans cet immeuble. Oui, et vous bénéficiez également d'une diversification qui est vraiment essentielle dans les portefeuilles de base, car nous avons, comme je l'ai mentionné, les 4 groupes alimentaires. Une diversification en termes de type de biens immobiliers. Au Canada, vous bénéficiez également d'une diversification géographique. Dans le cas des fonds de base, on se concentre généralement sur les 6 plus grandes villes du Canada. On les appelle VECTOM, Vancouver, Edmonton, Calgary, Toronto, Ottawa et Montréal. C'est principalement dans les alentours de ces villes que vous trouverez de nombreux fonds de base. Vous disposez également d'une diversification, non seulement en termes de géographie et de type de biens immobiliers, mais aussi en termes de type de locataires. Les secteurs d'activité auxquels les locataires sont exposés sont bien diversifiés. Investir dans un fonds comme celui-ci, plutôt que d'acheter des actifs individuels au coup par coup, vous permettra d'obtenir cela. Car ce que vous souhaitez vraiment à long terme, c'est réduire les temps d'arrêt ou les baisses de rendement lorsque quelque chose se produit ou va se produire. Nous avons déjà vécu cela auparavant. Nous avons connu la bulle Internet, la crise financière mondiale, la pandémie, puis les pics des taux d'intérêt et de l'inflation. Nous savons que quelque chose va arriver, mais nous ne savons pas exactement d'où cela viendra. C'est là que la diversification est vraiment essentielle. Au sein de notre portefeuille et de la plupart des portefeuilles de base, nous nous efforçons consciemment d'assurer cette diversité et cette répartition des rendements. Ainsi, lorsque quelque chose se produit, prenons l'exemple de la pandémie, et que nous examinons ce qui s'est passé, le premier type de bien immobilier qui a été touché est le commerce de détail. Si vous étiez à 100% dans le détail, vous alliez être touché. Ensuite, ce que nous avons vu, mais dont nous sommes en train de sortir, je pense, c'est le secteur des bureaux. Les bureaux ont ensuite été touchés. Mais d'un autre côté, le secteur industriel, lui, a connu un essor fulgurant pendant cette même période. Il est vraiment important de diversifier son portefeuille car on ne sait jamais vraiment d'où viendront les hausses ou les baisses avec une certitude absolue. Il faut donc diversifier son portefeuille, puis l'orienter lorsque l'on fait des paris actifs sur la source potentielle des prochains rendements, ce qui permet de se protéger contre les baisses. Oui, je pense que la première question que nous allons aborder est une question qui m'est souvent posée lorsque je voyage et que je discute avec des investisseurs.
L'idée selon laquelle au sortir de la pandémie, nous n'allions plus avoir besoin d'autant d'immobilier commercial, d'espaces commerciaux et d'espaces de bureaux qu'auparavant. Nous sommes tous passés de 0 jour de travail au bureau en pleine pandémie à peut-être 1, 2 ou 3 jours. Et maintenant, ici à Toronto, mon équipe et moi-même sommes de retour 5 jours par semaine. Alors, cette crainte aurait-elle disparu? Comment avez-vous géré tout ce processus pour protéger les clients qui avaient investi chez vous et tirer parti de cela? En fin de compte, cela devait vous paraître un peu alarmiste. Au fond, nous allions revenir à la normale et tout allait bien se passer. Ouais, c'est amusant de voir la psychologie qui se met en place lorsque ces choses se produisent, que les gens pensent que cela va durer éternellement, mais il faut vraiment se rappeler que tout finit par passer. Quant à nous, nous avons examiné notre portefeuille en essayant vraiment d'opter pour les produits de la plus haute qualité parmi les types de biens immobiliers et les emplacements que nous visons. En ce qui concerne les bureaux, nous voulons nous positionner dans la catégorie prestige et triple A dans les grands centres urbains du Canada. C'est là que nous avons concentré tous nos investissements. Nous avons fait quelques paris sélectifs sur des bureaux en banlieue où il existe des pôles importants, mais là encore, vous êtes à proximité des grands centres d'emploi. Je vais répondre en 2 parties. Premièrement, au début de la pandémie, je vais parler spécifiquement de Toronto, le taux de vacances était de 2 à 3 %, ce qui est beaucoup trop bas pour un marché fonctionnel. Vous allez alors avoir des distorsions dans l'autre sens entre l'offre et la demande. Nous y reviendrons sans doute et j'y reviendrai dans mes prochains commentaires, mais ici, ce que nous constatons, c'est qu'il s'agissait essentiellement d'une marée montante pour tous les bateaux. Ainsi, les immeubles de classe C et B situés dans le centre-ville avaient été soutenus plutôt bien par ce faible taux d'inoccupation, alors qu'ils auraient dû être retirés du marché et réaffectés, démolis ou convertis en logements bien avant que la pandémie ne frappe au cours des 5 à 10 années précédentes. Mais cela n'a pas été le cas. Ils ont été artificiellement soutenus. Lorsque nous avons subi cet impact important sur les bureaux, nous avons soudainement vu le taux d'inoccupation grimper à 25 ou 30 %, je ne sais pas exactement. Et les gens se sont dit que c'était la fin du monde. Mais ce qui se passe réellement, c'est que ces immeubles qui auraient dû être retirés du marché dès le départ sont désormais touchés par ces taux de vacances plus élevés. Les immeubles haut de gamme sur les marchés ne s'en sortent en réalité pas aussi mal que le laisseraient penser les chiffres globaux. On observe une dichotomie sur le marché où certains immeubles devraient être fermés et ne plus exister, tandis que d'autres s'en sortent plutôt bien. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été touchés. Nous avons constaté un impact sur notre portefeuille de bureaux pendant cette pandémie. C'est intéressant de penser que les gens pensent pouvoir rester chez eux pour toujours et que ce serait un bon modèle de fonctionnement. Mais en tant qu'être humain, nous sommes très sociables et à mon avis, nous sommes plus efficaces lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous pouvons échanger des idées et nous retrouver dans la même pièce. La différence est palpable et cela contribue vraiment à stimuler la croissance. Si l'on considère l'ensemble du marché pendant 1 an ou 2, si vous avez des employés expérimentés qui ont déjà développé des relations, vous pouvez probablement travailler à domicile. Mais est-ce que cela fonctionnera à long terme? Non, je ne pense pas. Est-ce bon pour nos jeunes qui sortent de l'université et entrent dans la vie active? Non plus. La dernière chose dont nous avons besoin d'un point de vue sociétal, c'est d'une cohorte entière de personnes travaillant à domicile dans le sous-sol de leurs parents ou leur petit appartement. Ce n'est pas ainsi que nous développerons une société saine, capable de croître et de s'adapter. Nous devons nous rassembler. C'est ce que nous constatons en ce moment, c'est ce que constatent les entreprises. À court terme, oui, cela fonctionne bien, mais à long terme, lorsque nous avons besoin de croître, nous devons innover et ce sont tous des secteurs basés sur la connaissance qui s'installent généralement dans des immeubles de bureaux. Lorsque vous regardez les immeubles de bureaux et les entreprises qui s'y trouvent, les véritables actifs qui sont ceux qui montent et descendent les ascenseurs tous les jours. Il s'agit vraiment d'une activité humaine. C'est extrêmement important de les rassembler. Nous sommes des êtres sociaux. Certains immeubles auront-ils des taux d'inoccupation plus élevés? Oui, mais ils seront occupés. Ce que nous constatons actuellement dans nos immeubles en particulier, c'est une différence palpable au
cours des 2 derniers mois depuis que les banques, y compris la BRBC, ainsi que le gouvernement et certains grands employeurs en ont pris conscience et rappellent leurs employés au bureau. Les activités ont beaucoup augmenté, la demande d'espace est en forte hausse, nous avons conclu des baux, puis nous avons augmenté nos loyers et nos conditions littéralement de semaine en semaine, ce qui n'était pas le cas auparavant, mais c'est une période assez excitante car les gens reviennent. L'espace dont tout le monde a besoin pour ses employés a augmenté. En effet, les entreprises se sont développées pendant cette période. Non seulement ils ont besoin de l'espace dont elles disposent, mais elles ont également besoin d'espace pour leur croissance future afin d'accueillir les personnes qui reviennent. On me demande parfois pourquoi nous ne transformons pas tout le bâtiment en hôtel, ce qui permettrait de travailler avec des personnes qui vont et viennent. D'après notre expérience, cela ne marche pas, parce que le concept d'hôtel comme lieu de travail n'est pas une nouveauté. Il a fait son apparition et a connu un grand succès, je trahis peut-être mon âge ici, il y a 12 ou 15 ans. Il a connu un véritable engouement et les entreprises l'ont essayé. Il s'avère que cela fonctionne bien avec les personnes qui ont besoin de venir un jour par semaine, peut-être à la marge, les conseillers ou les personnes qui passent du temps avec les clients. Mais si vous êtes au bureau 3, 4 ou 5 jours par semaine, vous avez besoin de votre espace. Non seulement les gens sont sociables, mais ils sont aussi territoriaux. Ils aiment avoir leur propre espace et ils peuvent s'asseoir et être le plus productif possible. Ils veulent s'entourer des mêmes personnes dont ils peuvent s'inspirer. Ils veulent faire partie d'une équipe. Vous ne voulez pas qu'une personne soit assise à un étage différent de celui où se trouvent les personnes avec lesquelles elle doit travailler quotidiennement. Tout cela conduit les entreprises à avoir besoin de plus d'espace. C'est pourquoi l'évolution de l'espace de bureau va être très intéressante à suivre. On le voit actuellement à Toronto avec les immeubles de classe AAA, c'est-à-dire les immeubles haut de gamme. En ce moment, l'espace de bureau affiche un taux de vacances inférieur à 5%. Nous commencerons déjà à voir le pendule osciller dans l'autre sens. Mais en réalité, les gros titres sont vraiment trompeurs. Vous allez lire des chiffres de 20% de vacances sur le marché, mais en même temps, nous allons manquer d'espace pour accueillir les personnes qui souhaitent y revenir. Oui, c'est vrai. Je vais au bureau 5 jours par semaine. Je regarde les tours de bureaux haut de gamme dans les grandes villes ou même dans les villes moyennes. Dans les espaces haut de gamme, vous avez un bon café ou un bon restaurant au rez-de-chaussée. C'est un bel espace. Vous disposez d'un espace adéquat pour travailler, fonctionner, une connexion Wi-Fi adéquate. Tout est à la hauteur de ce que vous attendez si vous travaillez pour une organisation de très haut niveau. Vous voulez que les gens aient envie de venir et d'être dans un excellent état d'esprit. C'est ce que j'aime avec mon équipe. En ce moment, ils reviennent. Cela a été avantageux à court terme d'être séparés, mais nous apprécions vraiment d'être à nouveau ensemble. Et vous voyez à quel point cela renforce la culture, la créativité et libère tout le potentiel de l'entreprise. Mais il y a une grande différence entre être dans un bâtiment comme le nôtre et être dans un bâtiment qui n'a peut-être pas fait l'objet de beaucoup d'investissements au cours des 30 dernières années. Absolument. C'est ce dont vous parlez, la distinction entre les très bons biens immobiliers commerciaux, ceux de catégorie A qui sont rares, et les autres plus nombreux, et puis vous voyez le taux de roulement d'ailleurs. Alors, comment avez-vous joué le marché malgré toutes les craintes? Peut-on affirmer sans risque que les personnes qui ont continué à investir dans des espaces de bureau ont très bien réussi ces 2 dernières années, depuis le creux de la vague, et sont sur le point de voir une situation encore plus favorable pour les espaces de bureau? Je dirais qu'à long terme, vous allez certainement voir un retour positif des bureaux, mais les 24 derniers mois ont été difficiles pour les bureaux et nous avons vu les valeurs se réajuster à mesure que le taux de vacances augmentait. Nous sommes en train de passer un cap et c'est pourquoi je pense qu'à l'avenir, nous allons peut-être voir les rendements les plus élevés provenir des bureaux. Non seulement le revenu d'exploitation augmente et les gens cherchent à louer plus d'espace, mais la dette est également devenue plus favorable dans ce secteur. Nous avons eu 8 baisses de taux au cours des 18 derniers mois environ, ce qui a évidemment fait baisser les taux d'intérêt et rendu le financement des bureaux à nouveau positif. Nous avons ici affaire à un effet de levier positif, ce qui est très utile pour cette catégorie d'actifs qui bénéficie généralement d'un effet de levier car elle est garantie par les baux contractuels des immeubles. Non seulement les taux d'intérêt réels sont bas, mais leur baisse réduit également la pression sur les critères d'évaluation de ces biens immobiliers. En général, pour les évaluer, on
utilise le taux de capitalisation. C'est la même chose que pour l'évaluation de toute autre catégorie d'actifs. Lorsque les taux de capitalisation augmentent, les valeurs diminuent. Actuellement, nous constatons une pression moindre sur les bureaux grâce à cette dynamique où le taux de capitalisation n'est pas poussé à la hausse par les taux d'intérêt. Nous avons déjà traversé cette période au cours des 24 derniers mois. Est-ce que je pense que nous appelons la théorie du taux de capitalisation va revenir et exercer une pression à la baisse? Probablement pas. Nous allons nous concentrer sur l'exploitation. Nous revenons à l'immobilier fondamental. Nous examinons le rendement net d'exploitation, nous examinons les baux, nous cherchons à stimuler la croissance. Nous veillons à ce que nos immeubles soient les plus attractifs pour les locataires dans le secteur et à ce qu'ils reviennent. Nous avons en fait investi dans nos immeubles. Nous avons nos immeubles de classe A et nos immeubles de prestige. Nous voulons nous assurer que nous disposons de toutes les commodités que recherchent les locataires. En général, ce que nous observons sur les marchés où le taux de vacances est un peu élevé, c'est que nous appelons une course aux commodités. Les immeubles doivent disposer de salles de conférence, ils doivent disposer de salles de sport, ils doivent disposer de commerce au rez-de-chaussée afin que les gens puissent y entrer et en sortir pour déjeuner. C'est vraiment ce sur quoi nous nous concentrons, c'est-à-dire les rendre plus attrayants et nous envoyons les avantages dans notre portefeuille. Nous sommes sortis d'une période difficile, mais nous allons de l'avant. Et voulez-vous savoir quelle est la commodité la plus tendance en ce moment, celle que les gens réclament? Les garderies pour chiens. Les garderies pour chiens sont désormais à la mode. Alors, allons-nous transformer nos immeubles pour répondre à cette demande? Qui sait, il s'agit probablement d'une mode passagère, mais nous pourrions le faire dans nos bureaux de banlieue où nous avons quelques locataires, plutôt que dans ceux du centre-ville, on verra. Mais c'est intéressant de voir ce qui figure désormais sur la liste des exigences des locataires. C'est toujours étonnant quand je discute avec des gestionnaires de portefeuille, quel que soit le domaine, il se passe toujours quelque chose auquel on ne penserait pas. Mais encore une fois, c'est le rôle d'un gestionnaire d'investissement professionnel. Il doit être au fait de ces tendances pour comprendre la direction que prend le marché. Oui, nous devons nous assurer que nos immeubles sont attrayants pour le plus grand nombre de locataires possible. Oui, alors passons à l'autre sujet qui préoccupe les gens et faisons le point là-dessus. Pour terminer, il s'agit du commerce de détail. Alors, ici au Canada, nous avons vu Nordstrom se retirer aux États-Unis. Nous avons vu la baie d'Hudson et Saks faire faillite. Ce sont ce que vous appelleriez les locataires phares d'un centre commercial. Quel est l'avenir du commerce de détail? Est-ce un secteur que vous appréciez ou non? Occupe-t-il une place importante dans votre portefeuille ou est-il sous-pondéré? Je vous ai posé encore 5 questions. Oui, je devrais prendre des notes. Parlons donc du commerce de détail. Dans notre portefeuille, nous sous-pondérons le commerce de détail. Cependant, le commerce de détail est segmenté en 2 secteurs. Il y a le commerce de détail axé sur l'alimentation, qui est non discrétionnaire. Il s'agit généralement de strip centers, des centres commerciaux linéaires desservant les populations environnantes qui ont besoin de ces commerces. Il y a des épiceries, des banques, souvent des pharmaprix, des Dollarama. Et ceux-là ont très bien fonctionné pendant la pandémie et la période qui a suivi. C'est évident que les gens ont besoin de produits non discrétionnaires. Ce sont ceux que nous aimerions ajouter. Mais je pense que votre question porte davantage sur l'autre aspect, à savoir les centres commerciaux fermés qui ont évidemment un caractère plus discrétionnaire. Oui, nous avons vu beaucoup de locataires phares quitter le Canada ou cesser leurs activités, ce qui, quand on regarde un centre commercial, est un avantage. Mais ce que nous avons constaté, en particulier avec la baie, dont nous avions quelques magasins dans notre portefeuille, ce qui nous permet d'avoir une expérience de premier plan, c'est que les locataires phares paient généralement des loyers très réduits. Dans le cas de la baie, leur structure était telle qu'ils payaient 85% de moins que le prix du marché pour cet espace particulier. Ils bénéficiaient également généralement de prolongations. Ce n'est pas seulement chez nous, soit dit en passant, c'est comme ça sur le marché. Ils bénéficiaient de prolongations de 60 à 80 ans. Des baux qui allaient expirer peut-être de mon vivant, mais peut-être pas. J'espère qu'ils expireront de mon vivant. Mais on parle ici de 2084, 2086.
Et ils ont également des restrictions sur cet espace, et certaines sont très punitives. La baie avait le droit de décider qui pouvait s'installer à côté d'elle. La question du parking posait un autre énorme problème. Lorsque ce bail avait été signé dans les années 50, nous étions en banlieue. Mais aujourd'hui, 50 ans après la signature de ces baux, certains de ces lieux obtiennent une densité assez intéressante. Aujourd'hui, le marché des copropriétés est un peu en berne, mais il va rebondir. De manière générale, la densité a une valeur. Il ne s'agit pas seulement de copropriété, mais aussi des terrains adjacents qui font leur apparition et qui sont très populaires dans les centres commerciaux fermés. On pourrait y installer un keg, un Moxie ou même une banque, car ils aiment avoir leur centre de service au volant à cet endroit. C'est en fait une opportunité pour nous d'installer des détaillants qui attireront davantage de locataires et leur permettront d'augmenter leur loyer. Si vous avez un centre bien situé, nous sommes déjà en pourparlers avec de futurs locataires pour qu'ils viennent occuper les locaux. Ils nous contactent parce qu'ils ont vu la nouvelle et se disent qu'enfin cet espace est disponible et qu'ils aimeraient s'y installer dans ce centre commercial couvert. C'est ce que nous avons constaté même avant la pandémie, c'est que les centres commerciaux couverts sont passés d'un lieu où l'on va simplement acheter des vêtements, des chaussures ou tout autre article dont on a besoin, à un lieu offrant une expérience plus dynamique. C'est là que les gens vont pour manger, aller au cinéma, vivre une expérience plus sociale, ce que nous constatons également avec les locataires que nous accueillons. Nous accueillons beaucoup plus de locataires qui répondent à cette demande, qui viennent dans notre espace et offrent une expérience. L'un des locataires intéressants que nous accueillons s'appelle Activate. Je pense qu'ils ont des points de vente partout au Canada. Mais ils offrent un espace de jeu vidéo interactif où vous entrez, les enfants adorent, et vous interagissez réellement. Je ne suis pas la meilleure personne pour l'expliquer, mais c'est en fait très, très cool. Nous avons constaté une augmentation de nos ventes au mètre carré. Nous avons constaté une augmentation de la fréquentation. Les gens me demandent si le centre commercial est mort. Je leur réponds deux choses. D'abord, vous n'avez certainement pas d'enfants. Sinon, vous sauriez que le centre commercial n'est pas mort. Deuxièmement, nous avons déjà vécu la pire expérience sociale, celle qui aurait pu tuer les centres commerciaux. Si les centres commerciaux devaient mourir, ils seraient morts au printemps 2021, lorsqu'ils ont tous fermé, en particulier ici en Ontario, où nous avons eu des mesures de confinement et où tout était fermé. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont revenus. En Ontario, et c'est vrai dans d'autres provinces, essayez d'aller au Shareway ou au Yorkdale un samedi après-midi et vous me direz s'il est facile de trouver une place de stationnement. Les centres sont de retour. Encore une fois, cela montre que les gens sont sociables, ils veulent aller dans un endroit où il y a d'autres personnes, où il y a des événements. Les centres commerciaux ont tiré parti de cela. Non seulement les locataires s'adaptent davantage à l'expérience, mais les centres commerciaux font de même pour attirer les gens dans leurs locaux et cela fonctionne vraiment bien. À Shareway, si vous regardez ce centre commercial en particulier, ils ont installé un centre scientifique. Cela attire soudainement les familles et les enfants dans cet espace. Si vous avez de jeunes enfants, si vous êtes déjà allé dans un centre commercial, vous savez qu'ils veulent tout ce qui s'y trouve. En général, je suis moi-même coupable de cela. Vous en ressortirez avec un ou deux articles, puis vous aurez envie d'y retourner. Tout cela pour dire que le commerce de détail évolue, il va continuer d'évoluer. Nous aimons dire que le commerce de détail est une affaire justement de détail. Ce sont les petites choses qui comptent, mais en tant que catégorie d'actifs dans son ensemble, c'est quelque chose qui, selon nous, a une certaine valeur. Allons-nous renforcer notre position dans les centres bien situés et affichant de bonnes ventes? Nous pourrions envisager de renforcer notre position. Nous n'irons pas dans des zones tertiaires, mais c'est un domaine où l'on pourrait adopter une approche contraire à celle du marché, même si ce n'est plus vraiment le cas, car les centres commerciaux couverts sont des lieux de vie sociale où l'on a envie de se retrouver. Vous avez mentionné les copropriétés à Toronto. Je pense que chaque génération est différente, chacune fait les choses différemment. Les milléniaux veulent vivre dans des copropriétés de 500 pieds carrés en plein cœur de la ville, car c'est là que tout se passe. Et puis, ils ont leur premier enfant, qui a dit que nous n'avions plus besoin des banlieues, que nous n'avions plus besoin de centres commerciaux.
tout à coup, ces milléniaux, comme toutes les générations précédentes, ont besoin d'un peu plus d'espace. Et c'est là qu'ils vont. Comme vous le dites, le centre social au sein de ces communautés. C'est souvent exagéré comme toute crainte de ralentissement dans presque tous les marchés. Et encore une fois, c'est là qu'un investisseur professionnel voit toujours au-delà du bruit, à court terme, et trouve des opportunités pour les investisseurs. Et c'est ce que vous faites dans le domaine de l'immobilier. Oui, cela aussi va passer. Il faut investir à long terme. Génial. Eh bien, Jennifer, nous n'avons abordé que 2 des 4 groupes alimentaires. Nous aborderons les 2 autres une prochaine fois et nous vous recontacterons bientôt. J'apprends toujours beaucoup lorsque je passe quelques instants avec vous, c'est incroyable. Et bien sûr, je pense que si j'étais investisseur, que j'investissais quelque part, je voudrais investir avec une personne qui est passionnée par ce qu'elle fait, comme vous. Très impressionnant. Alors, Jennifer, merci. Merci de m'avoir invité. Sans blague, j'adore vraiment ça. Comment ne pas admirer ces gratte-ciels et ne pas avoir envie de les acheter. C'est tout simplement incroyable. Merci beaucoup de m'avoir permis d'en parler. Vous promenez-vous avec votre famille et vos amis en montrant les immeubles qui vous appartiennent? Oui, je le fais tout le temps. C'est mon immeuble. Nous avons installé ici tel ou tel locataire. Celui-ci vient d'être vendu. Je le dis tout le temps à mes enfants. Hier, je roulais sur la 401. Je leur montrais des propriétés industrielles. Ils roulaient les yeux. Que voulez-vous? Moi, je trouve ça passionnant. Quel endroit magnifique, juste à côté de la 401. J'adore ça. Jennifer, merci beaucoup. Merci. Cet enregistrement a été fourni par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. à des fins d'information seulement et ne constitue pas un conseil de placement ou un conseil financier. Vous devriez consulter vos propres conseillers juridiques, comptables, fiscaux, en placement ou en planification financière avant d'effectuer toute opération.